Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Dans l'avion qui le ramenait du Panama, le pape François s'est exprimé devant les journalistes, notamment sur le célibat des prêtres et sur le prochain sommet au Vatican contre les abus dans l'Église. Les prochaines JMJ en 2022 auront lieu au Portugal. Réaction dans notre édition après l'annonce faite dimanche. Et puis l'année 2019 marque les 225 ans du sacrifice des 32 bienheureuses martyrs d'Orange. Dimanche aux Philippines, un attentat a visé la cathédrale Notre-Dame du Mont Carmel de Jolo, une île du sud des Philippines. Il a fait une vingtaine de morts. Alors, quelle est la particularité de cette région? Quelle est la réalité des Philippins aujourd'hui? Qu'en est-il pour les chrétiens? On en parle dans notre dossier avec Jeanne Plège, chargée de pays Philippines au sein de l'association Enfants du Mékong. Mais avant de développer ces titres, une bonne nouvelle du Pakistan. La Cour suprême a validé ce matin l'acquittement d'Asia Bibi. Le 31 octobre dernier, la même Cour avait annoncé que cette femme chrétienne emprisonnée pour blasphème en 2010 était libre. Mais voilà, la décision avait provoqué la colère chez les islamistes qui avaient bloqué le pays pendant 3 jours. Ils avaient déposé un recours pour empêcher Asia Bibi de quitter le territoire. Mais depuis ce matin, plus rien ne l'empêche de partir avec sa famille. La Cour suprême n'est pas revenue sur sa décision. On écoute sur place Cécile Chaudhry, directeur exécutif de la commission Justice et Paix de la Conférence épiscopale du Pakistan. I'm glad that the court has taken its decision in a way that is according to the law. Technically, it means that she is free from this case and from this accusation. Technically, she is free, but obviously there will be concerns regarding her safety and her security. That is something which we will only know in the coming days, how things unfold. Après 5 jours intenses au Panama, le pape François a atterri hier à Rome dans l'avion qui le ramenait des JMJ. Il a donné sa traditionnelle conférence de presse aux journalistes qui l'accompagnaient. Pendant près d'1 heure, il est revenu sur des thèmes variés comme les migrations, la situation au Venezuela, les jeunes et l'Église. La question du célibat des prêtres dans l'Église latine a également été posée. On écoute le pape sur le sujet. È una cosa in discussione fra i teologi, non c'è decisione mia. La mia decisione è celibatario, celibato opzionale prima il diaconato? No. È cosa mia, personale, ma io non lo farò. E questo rimane chiaro. E sono inchiuso forse, ma non sento mettermi davanti di Dio con questa decisione. Aperto in questo senso dove c'è problema pastorale per la mancanza di sacerdoti. Non dico che si debba fare, perché non ho riflettuto, non ho pregato sufficientemente su questo, ma i teologi devono studiare. Le pape s'est aussi exprimé sur le prochain sommet au Vatican sur les abus dans l'Église. Il réunira les présidents des conférences épiscopales du monde entier du 21 au 24 février. Voilà ce qu'en dit le pape François. Abbiamo sentito la responsabilità di dare una catechesi, tra virgolette, su questo problema alle conferenze episcopali. Per questo si chiama ai presidenti. Una catechesi che, primo, che si prenda coscienza del dramma. Cosa è un bambino abusato, una bambina abusata? Secondo, che sappiano cosa si deve fare, la procedura. Perché dalle volte il vescovo non sa cosa fare. E poi che si facciano programmi generali, ma che arrivino a tutte le conferenze episcopali. Le pape a également parlé du drame de l'avortement, estimant qu'il faut trouver une voie de réconciliation de la mère pour son enfant. Et sur le sujet, une loi suscite de vives contestations dans l'État de New York. L'avortement est désormais autorisé au-delà de 24 semaines de grossesse et jusqu'au 9e mois en cas de danger pour la mère. L'évêque d'Albany, la capitale de l'État de New York, a adressé une lettre au gouverneur dans laquelle il se dit scandalisé par une législation si destructrice. La cathédrale de l'Immaculée Conception, située près du siège du gouverneur, a sonné les cloches en signe de deuil en mémoire des enfants non nés et en signe de compassion pour leur mère.
Le Portugal a été choisi pour accueillir les prochaines JMJ pendant l'été 2022. Sur les réseaux sociaux, le compte officiel du pape François a précisé dimanche qu'elles se dérouleront dans la capitale Lisbonne après l'annonce faite à la fin de la messe de clôture des JMJ par le cardinal Kevin Farrell. Il est préfet du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Il próximo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal. Mas receberemos com muita alegria e entusiasmo, sabendo que é uma graça de Deus para o nosso país, para a nossa Diocese de Lisboa, poder receber o Santo Padre, e será um incentivo a que os jovens possam verdadeiramente encontrar-se com Jesus Cristo. Que ajude os jovens a aderir cada vez mais a Jesus Cristo, que se deixem tocar pela sua palavra, pela sua própria vida, e que também que ajude outros jovens que tantas vezes andam perdidos, andam vazios de sentido, e que a Igreja possa realmente ser este instrumento que lhes possa introduzir na vida de Jesus Cristo. Oui, on est content pour avoir le pape à Portugal. On est très content, bien sûr, c'est comme ça, pour prendre cet amour que Dieu nous donne. Je vous propose d'écouter maintenant l'un des premiers concernés pour préparer l'événement, le cardinal Manuel Clemente, le patriarche de Lisbonne. C'est un moment de grande joie pour nous les Portugais, pour l'Église au Portugal. Parce que vous savez, il y a déjà des années que nous attendions quelque chose comme ça. Et surtout cette chose-ci. Une journée mondiale de la jeunesse à Lisbonne. C'est une aspiration de la conférence épiscopale portugaise. C'est aussi spécialement une aspiration du mouvement catholique des jeunes au Portugal. Parce que chaque année, ils sont plus, mais même dans les universités, à faire des missions par tout le pays et à retourner à ces écoles avec une grande joie de découvrir l'Évangile. Et c'est spécialement de ces mouvements-ci que nous avons cette volonté, ce désir grand d'une journée mondiale de la jeunesse. C'est une grande volonté de faire quelque chose ensemble et pour tout le monde. Et alors, le pape François nous a recommandé cela, nous a ordonné cela, et nous le ferons volontiers. Et ce sera très bon, pas seulement pour nous et pour les églises du Portugal, mais pour les églises de tout le monde. Vous savez, Lisbonne, c'est une porte ouverte. Une annonce après plusieurs jours d'intenses joie, de prières, de rencontres lors de ces JMJ au Panama que vous avez pu suivre sur KTO et que vous pouvez revoir sur notre site internet. Un événement qui a permis aussi de mettre la lumière sur un petit pays et sa jeunesse. Très heureuse d'avoir accueilli ces JMJ, comme nous a confié Cristobal. Il a participé activement à l'organisation. Parfois, nous pensons que nous sommes un petit pays et comme ça, nous ne pouvons pas apporter de grandes choses à tout le monde. Et au même temps, nous pensons que toutes les personnes qui viennent de tout le monde, ils vont prendre quelque chose de Panama. Donc, ça échange, c'est très important pour nous. Je pense que la richesse, c'est dans ces échanges de cultures. Et comme nous sommes avec la même foi, nous pensons que nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes tous de la même famille. Le pape François, quand il parle avec nous, il le fait comme un papa. Pour nous, ça, c'est très touchant parce que parfois nous pensons que les personnes des autorités, ils sont très loin de nous. Mais par contre, le pape François, il est très proche de nous. Il parle avec notre propre langue. Et nous disons, voilà, le pape François, il est comme nous. Donc nous pensons que l'Église, ce n'est pas une chose qui est à dehors. Nous pensons que l'Église, la foi que nous avons, c'est une chose vraiment vivante. Donc je pense que cet événement, ce n'est pas seulement un événement de l'Église de Panama, c'est un événement de toute l'Église du monde. Et nous sommes très joyeux de voir ça ici. Les JMJ se sont aussi vécus partout dans le monde avec des événements locaux comme en Belgique. Dans la nuit de samedi à dimanche, plus de 500 jeunes ont veillé toute la nuit dans l'église Notre-Dame du Sablon à Bruxelles. Avec des ateliers, un concert et un temps d'adoration, la retransmission de la messe en direct avec le Panama a été l'un des points forts de cette nuit blanche
avec un petit déjeuner intergénérationnel et interconfessionnel. À Paris aussi, des jeunes se sont retrouvés dans différents lieux avec comme point d'orgue une soirée concert dans le quartier des Halles. Et de son côté, le diocèse d'Angoulême a conjugué les JMJ avec le festival de la BD chrétienne qui s'est tenu ce week-end. Une cinquantaine de jeunes de toute la province se sont retrouvés autour d'un thème « Sors de ta bulle ». Une rencontre a notamment eu lieu entre l'évêque Monseigneur Gosselin et les auteurs de bandes dessinées chrétiennes. Les jeunes ont été invités à devenir de véritables disciples missionnaires, notamment par des missions d'évangélisation dans les rues d'Angoulême, une expérience qui les a marqués et ils témoignent. C'est une super expérience parce que ça me permet d'approfondir ma foi, de me dire pourquoi est-ce que je crois, en quoi est-ce que je crois, et de me rendre compte aussi que ça peut être certaines choses peuvent paraître évidentes pour moi et pas pour les autres, et donc du coup après ça me permet de réfléchir, de me poser et de repartir heureuse de ce que j'ai pu dire, et puis beaucoup de ce que les gens m'ont apporté en fait aussi. Le démarrage est difficile, mais en fait, même si ça se passe pas bien avec une personne, on prie quand même pour la personne juste après, même si on a réussi à lui parler une seconde. Et donc du coup, ça peut que porter du fruit de toute façon. Et puis même pour nous, ça nous apprend à sortir de notre bulle, d'aller à la rencontre des autres, comme c'est le thème de ce week-end. Dans le diocèse d'Avignon, le postulateur diocésain pour la cause de canonisation des 32 bienheureuses martyrs d'Orange invite à une veillée de prière pour qu'un miracle soit reconnu. Les 32 bienheureuses martyrs d'Orange ont été béatifiées le 10 mai 1925 par Pie XI. Cette année marque les 225 ans de leur sacrifice de vie. Ces religieuses de différentes congrégations ont été persécutées et martyrisées en haine de leur foi entre le 6 et le 26 juillet 1794 à Orange. En novembre 2018, Monseigneur Cathenose, évêque d'Avignon, a nommé le père Lelièvre comme postulateur pour la cause de canonisation. Mais pour qu'elle soit canonisée, il faut maintenant un miracle. Alors afin de recueillir des témoignages de grâce, le père Lelièvre propose une veillée de prière le 11 février prochain, journée mondiale du malade. On l'écoute. Quand Monseigneur Cathenose m'a demandé d'être postulateur de la cause de canonisation des martyrs d'Orange, de 32 bienheureuses martyrs d'Orange, je me suis dit, le premier regard qu'on va porter, c'est pour nos frères et sœurs malades, dans nos familles, dans les écoles, dans nos paroisses, dans les maisons de retraite. Et j'ai eu l'idée de lancer cette grande prière pour les malades qui parcourent la France et le monde entier à l'occasion de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février prochain, le 11 février ou les jours autour, suivant ce qu'on peut, de façon à obtenir du ciel un miracle. Parce qu'elles sont bienheureuses et il faut qu'elles deviennent saintes et il suffit d'un miracle. Donc, comme on est une grande famille, eh bien, je me suis dit, on va implorer le Seigneur, toute la famille ensemble, les catholiques à travers le monde, que Dieu parle à travers un miracle, qu'il manifeste son amour pour nous à l'occasion de cette journée des malades. Donc, nous diffusons une prière qui a une image avec la prière officielle de la canonisation, et puis nous donnons à disposition un document pour tous ceux qui le veulent, de façon à nous laisser imprégner par la vie des bienheureuses, et puis crier vers le ciel que se déverse sur nos âmes, dans nos familles, sur notre pays, des miracles. Voilà, merci. Le diocèse de Besançon a annoncé mercredi dernier l'ouverture d'un procès diocésain en vue de la canonisation du bienheureux Jean-Joseph Latatz. L'ouverture de l'enquête a eu lieu à l'archevêché de Besançon le 21 novembre dernier à la demande du vice-postulateur de la cause du bienheureux Jean-Joseph Latatz, le frère Jean-Marie Guelette. Il a été informé d'une guérison singulière attribuée au père Lataste en 2014. Un récit qui mérite d'être porté à la connaissance de Rome, souligne le frère Guelette dans un communiqué. De son côté, Monseigneur Bouilleret, évêque de Besançon, rappelle que tant qu'aucun miracle n'est validé par Rome, on ne peut pas employer le terme de miracle pour les faits étudiés. Et on poursuit avec la chronique du monde et le père Bader depuis la Jordanie. Il nous parle de la visite prochaine du pape François aux Émirats arabes unis. Bonjour. L'apparition de l'ordre du jour des visites du pape François au début de l'année montre deux visites éminentes dans deux pays arabes frères. La première dans un pays de l'extrême-orient arabe qui aura lieu dans quelques jours aux Émirats arabes unis, tandis que la seconde sera à l'extrême ouest arabe au Maroc. Quant à nous, habitants de la Terre Sainte, 5 ans se sont écoulés depuis la visite historique du pape en 2014. Il s'est également rendu en Égypte il y a 2 ans où il a tenu une conférence à laquelle le Cheikh Al-Azhar avait été convoqué. Ce qui distingue ces visites aux Émirats et au Maroc, à quelques exceptions,
est qu'il n'y a pas de citoyens autochtones chrétiens dans ce pays, car ils sont tous musulmans, alors que les chrétiens dans ce pays sont des expatriés qui y vivent ou y travaillent. La visite du pape aux Émirats attire l'attention sur le fait qu'elle coïncide avec la convocation de la réunion interconfessionnelle internationale sur la fraternité humaine. Et les Émirats ont appelé cette année 2019 l'année de la tolérance. Comme Arabes et chrétiens, nous sommes très honorés de voir la diplomatie du Vatican et du Saint-Siège concernant nos pays arabes et les problèmes régionaux transformés en questions internationales, comme la question palestinienne, la question des réfugiés et des déplacés en force. En ce qui concerne les relations entre musulmans et chrétiens, il ne fait aucun doute qu'après la visite du pape dans nos pays frères, les Émirats arabes unis et Maroc, il y aura un nouvel élan qui ne s'arrêtera pas au discours de diplomatie ou de compliments, mais appellera plutôt à l'unité entre les musulmans et les chrétiens de notre époque pour servir l'homme et l'humanité. Votre Sainteté, le pape François, vous êtes la bienvenue dans nos pays arabes. Merci Père Bader. Tout de suite, le dossier. Dimanche, la cathédrale de Jolo aux Philippines a été visée par un attentat terroriste revendiqué par l'État islamique. L'attaque a fait 21 morts et des dizaines de blessés. Une tragédie qui est intervenue 2 jours après l'approbation massive par référendum de la création dans le sud du pays de la région autonome de Bangsamoro, dont Jolo fait partie, dans le cadre d'un processus de paix avec l'insurrection musulmane. Jeanne Plège, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chargée de pays philippines au sein de l'association Enfants du Mékong. Vous vous rendez aux Philippines au moins 2 fois par an. Quels sont les retours que vous avez eus du pays après cet attentat ? Alors, les retours qu'on a eus de nos équipes, de nos volontaires, des jeunes qu'on aide sont assez unanimes. Ils sont tous attristés, mais ils ne sont pas surpris. Ils ne sont pas surpris parce que c'est un attentat qui est déjà le 4e en 6 mois et qui intervient au terme d'une guérilla qui a fait 140 000 morts en 40 ans. Donc vraiment, il y a une espèce malheureusement d'habitude de cette violence qui survient assez régulièrement dans cette région. Et en plus, une habitude au sens plus large de la mort qui frappe très souvent par le biais des typhons, par les luttes armées entre des rebelles anticapitalistes et le gouvernement, par les descentes policières dans les quartiers contre la drogue, etc. Donc il y a énormément de morts au quotidien aux Philippines et malheureusement la population y est habituée. Alors quelle est la spécificité de cette île de Jolo justement ? Alors Jolo se situe à côté de Mindanao, donc tout au sud-ouest des Philippines, près de l'Indonésie. Jolo a la particularité d'être juste à côté de l'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman au monde, et donc fait partie des Philippines, qui est le plus grand pays chrétien de la région. Donc c'est une île qui est le bastion d'un groupuscule terroriste djihadiste qui s'appelle Abu Sayyaf et qui a fait allégeance à l'État islamique. Au sens plus large, cette région de Mindanao a toujours été musulmane, bien avant l'arrivée des conquistadors espagnols puis des colons américains, et a toujours tenu à sa culture musulmane et à sa religion. Donc il y a un conflit non seulement religieux mais aussi de terre, puisque peu à peu les Philippins catholiques sont descendus dans cette région. Donc l'insurrection musulmane s'est élevée contre ce qui pensaient qu'une dépossession de leurs terres. Et enfin, ce processus de paix amorcé depuis 2014 entre le principal groupe rebelle et le gouvernement philippin est vraiment un aboutissement attendu par tous, par l'Église catholique, par les musulmans et par le gouvernement, parce qu'il permettrait enfin de terminer cette guérilla très meurtrière. Donc voilà, c'est le contexte du référendum qui a été approuvé massivement la semaine dernière. Voilà, à 85%, à part à Jolo. Alors, à part à Jolo, pourquoi ? Parce que justement, c'est le bastion de ce groupuscule affilié à l'État islamique qui n'a aucun intérêt à la paix. Quelle est la différence au fond entre Manille, par exemple, la capitale des Philippines, et Jolo ? Les réalités ne sont pas les mêmes, du coup, d'après ce que je comprends. Absolument pas. Déjà, on est dans un pays où il y a 7000 îles, et chaque île a quand même sa culture particulière. En particulier au sud, vraiment, ils ont une identité très forte. Et du coup, on se sent peu concerné à Manille quand on entend parler de ce qui se passe sur Mindanao. En plus, Mindanao, c'est une île qui est beaucoup plus pauvre que les autres, alors qu'elle a des ressources naturelles énormes, mais qui sont exploitées pour être envoyées directement à Manille ou dans des pays d'exportation. Donc il y a vraiment une fracture entre cette région des Philippines et le reste. Quels sont aujourd'hui les enjeux pour le pays, économiques, environnementaux Non, ils sont énormes, ils sont multiples. Ces enjeux, ils sont d'abord sociaux et sociétaux. On a une grande partie de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté.
On a donc une population qui fait face à l'inflation économique énorme, qui rend la vie quotidienne de plus en plus difficile, avec un taux de chômage relativement élevé pour la région, avec des catastrophes naturelles très fréquentes. On est sur la ceinture de feu du Pacifique, donc on a des séismes, on a des typhons, on a des éruptions volcaniques, on a des tsunamis. Les Philippines, c'est un des 5 pays les plus touchés par les catastrophes naturelles dans le monde. Donc le gouvernement a fort à faire pour maintenir la paix sociale et aider au quotidien à toutes les personnes qui luttent pour leur survie. Vous le disiez, 80% de catholiques aux Philippines. Comment ils se situent? On l'a vu d'un côté, les attentats islamistes, et puis de l'autre, un président Duterte qui a eu des paroles, on s'en souvient, assez dures, et notamment envers l'Église catholique. Comment est-ce que les Philippins, et plus précisément les catholiques, vivent dans ce contexte-là? Alors, il faut quand même savoir qu'aux Philippines, à part donc, ce sud-ouest de Mindanao qui est dangereux pour les catholiques, on a vraiment une foi qui est très prégnante, qui est affichée partout, dans la rue, dans les moyens de transport. On n'a pas un moyen de transport sans le chapelet et l'image du Christ ou la petite Sainte Vierge qui pendouille au rétroviseur. Vraiment, c'est quelque chose qui est plus qu'affiché et qui fait vraiment partie de la culture. Et paradoxalement, il n'est pas étonnant de voir un proxénète ou un trafiquant de drogue qui va à la messe tous les dimanches. Donc on a vraiment quelque chose de très très culturel avant d'être même moral ou d'être une pratique ancrée intérieurement. Du coup, les catholiques se sentent très peu menacés, je pense, par cette insurrection, à part évidemment à Jolo et à Mindanao, où ils font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir un dialogue interreligieux et pour continuer à vivre leur foi très courageusement. Mais sinon, dans le reste des Philippines, l'Église s'est vraiment élevée pour défendre les plus faibles, que ce soit les minorités ethniques menacées par les mouvements politiques, que ce soit les plus faibles qui sont aussi les drogués, qui sont aussi les gens des bidonvilles. Donc vraiment, il y a une défense de la vie et du coup une parole très forte de l'Église qui s'oppose au gouvernement, ce qui fait que le ton est monté des deux côtés avec ces paroles très fortes du président aussi qu'on a pu entendre, parce qu'il n'aime pas qu'on s'oppose à lui. Alors, on parle souvent de l'éducation comme facteur de paix. C'est un peu votre champ d'action. Aussi, vous, là-bas, sur place, quel est le constat que vous pouvez nous faire aujourd'hui ? Alors, on peut vraiment constater déjà un bel effort du gouvernement philippin qui a rendu gratuites les écoles et les universités, qui a aligné le cursus scolaire philippin sur le cursus international en rajoutant 2 années de lycée. Donc, on a un vrai effort. Et après, le travail des ONG, c'est de permettre vraiment aux Philippins pauvres d'accéder à l'école en leur fournissant les uniformes, les fournitures scolaires, le moyen de payer leur transport et leur nourriture quotidiennement, le moyen de faire leurs devoirs aussi. Et là où on fait la différence, là où on apporte quelque chose de plus par rapport à l'enseignement du gouvernement, c'est en faisant une formation intégrale. Donc l'Église y est très présente, les ONG également. Nous, c'est notre bel objectif aux Philippines, c'est de former des hommes et des femmes qui soient capables de répondre aux défis de leur société en ayant un esprit critique, en étant formés moralement, philosophiquement, psychologiquement, à envisager les défis, à être des hommes et des femmes responsables, à être des vrais leaders. L'idée, c'est vraiment que n'importe qui, et surtout les plus pauvres, puissent agir dans leur société. Et c'est là qu'est vraiment le défi aujourd'hui aux Philippines. Il y a encore beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation aux Philippines aujourd'hui. Alors, plus on grandit en âge, moins les enfants vont à l'école. En particulier à Mindanao, le taux de scolarité est très bas dans cette région autonome musulmane. Sinon, sur l'ensemble des îles Philippines, le taux est plus élevé, mais dès qu'on arrive en fin de lycée, dès qu'on arrive à l'université, ce taux s'écroule, notamment en zone rurale où c'est très difficile et très cher de prendre les transports pour accéder à l'université notamment. Toutes les élèves de toutes les confessions vont ensemble à l'école, ça ne pose pas de problème. Là encore, l'attentat est vraiment lié à une situation dans une région précise. Voilà, c'est vraiment très localisé. Sinon, les écoles gouvernementale accueille tout le monde. On a donc beaucoup de catholiques et puis après quelques sectes chrétiennes comme Aglipa, Iglesia Ni Cristo qui sont fondées par des Philippins et puis des mouvements baptistes, évangéliques, etc. de plusieurs églises protestantes. Mais globalement, donc, c'est très très majoritairement chrétien, à l'exception des peuples aborigènes qui sont animistes mais qui représentent un très très faible pourcentage. Et donc tout le monde est bien sûr accueilli dans ces écoles sans distinction. Quels sont vos besoins aujourd'hui sur place ? Alors, ces besoins, ils sont donc beaucoup dans l'accès à l'université et la formation. On a des centres où on accueille des jeunes étudiants qui viennent de zones rurales isolées pour leur permettre d'accéder aux meilleures universités du pays. Et en même temps, c'est là qu'on les forme pour avoir toutes sortes de connaissances et de savoir-être dans de multiples domaines. L'orientation aussi est un vrai challenge parce que les jeunes veulent tous devenir policiers ou professeurs.
ils n'ont jamais en fait rencontré d'adultes qui avaient un autre métier à leur offrir. Donc c'est là qu'on va leur ouvrir leurs horizons. Et puis on a un accompagnement aussi de ces jeunes qui pour beaucoup ont connu des violences. On a énormément de grossesses précoces. On a énormément de problèmes familiaux, de familles éclatées, divisées. Et c'est là qu'on peut intervenir dans notre mesure pour essayer d'améliorer la situation. Merci beaucoup, Jeanne Plège, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. Merci pour votre fidélité. On se retrouve jeudi prochain. Excellente soirée sur KTO.